Les processus agiles encouragent à respecter un rythme soutenable lors de la réalisation. Les commanditaires, les réalisateurs et les utilisateurs devraient pouvoir maintenir indéfiniment un rythme constant. Ça, c'est le 8e principe du manifeste agile. Et c'est aussi une bonne grosse vanne. Comment j'imagine ça dans ma tête ? Il y a quelques années, quand l'agilité a vraiment commencé à percer dans le monde du numérique, et non pas du digital, je me dis que les grands patrons des boîtes tech, vous savez, les gens qui ont aussi créé la Syntec, se sont réunis dans une grande salle, et puis Michel s'est levé, a commencé à énumérer les principes un à un, et quand il est arrivé à celui-là, il s'est exprimé à peu près ainsi. On est bien d'accord. Ça, on ne fait pas. Et les autres ont répondu, grave. Alors je ne peux pas vous garantir que ça s'est passé exactement comme ça. Ça, c'est dans ma tête, et on est nombreux dans ma tête. C'est des fois compliqué. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que cette injonction à la vitesse, elle existe. Elle est présente. Pourquoi cette conférence ? Parce que j'ai eu envie de reposer le cadre qui nous est imposé comme une norme. Vous devez être plus rapide. Vous devez être plus productif. D'abord par pur plaisir intellectuel, et puis aussi parce que, comme à peu près tout le monde dans cette salle, je suis persuadé qu'on ne peut pas accélérer sans cesse, que notre planète n'est pas capable d'absorber ce rythme effréné à la vitesse. Moi, je me dis que peut-être on pourrait avoir une autre approche. Et une approche fast, c'est une approche qui implique une production à un rythme plus élevé que celui qu'on adopterait naturellement si la course au temps et à l'argent n'existait pas. J'aime beaucoup ce bouquin, Oser le slow en entreprise, je vous le conseille. À la fin du talk, j'ai mis mes références. Mais celui-ci est très bon. Est-ce que, à titre individuel, mais aussi collectivement, voire sociétalement, une approche slow ne serait pas préférable ? Et quand je dis ça, je parle de bénéfices. Dès qu'on prend un petit pas de recul et qu'on va aller mesurer sur une période plus longue notre performance. D'où le titre de la conférence, ralentir pour aller plus loin et voire même plus vite. 66% des Français estiment manquer de temps pour faire ce qu'ils voudraient dans une journée et 61% d'entre eux cherchent à gagner du temps. Juste par pur plaisir, dans cette salle, qui cherche régulièrement à gagner du temps dans sa journée ? Ok, on est dedans. Je le fais aussi. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on cherche à gagner du temps ? On accélère. En 91, il a fallu 17 jours à l'industrie mondiale pour produire l'équivalent en valeur de l'année 1900. 17 jours. Je sais que vous êtes crevés et que vous avez la flemme, j'ai fait le calcul pour vous, c'est 22 fois plus rapide. 22 fois. Alors bien sûr, vous allez me dire, la robotisation, l'automatisation, l'informatique, tous ces trucs-là, nous ont aidés à accélérer sur le sujet. Oui, c'est vrai. Mais moi, je voudrais toucher du doigt un truc qui nous impacte tous dans nos métiers à nous. On part d'un postulat. Si un système fonctionne bien, qu'il est stable à sa vitesse actuelle, alors le but, ça va être de l'accélérer. Pensez-y. Prenez 2 secondes. Est-ce que le rythme sur votre projet ne serait pas dicté par cette règle ? Nos organisations sont tellement friandes de vitesse qu'elles pensent qu'on peut toujours accélérer. Moi, je pense que c'est une erreur.
Et je pense que bien des fois, cette recherche de vitesse absolue, ça va nous ralentir. Il y a un truc, c'est que, qui m'énerve à chaque fois. Je vais vous l'expliquer avec un exemple. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une non-conférence. Pour ceux qui n'ont pas le truc en tête, c'est conférence comme ici, mais il n'y a pas de sujet. C'est-à-dire que chacun arrive avec des envies, va les mettre au tableau, et puis on va faire un vote, et on va traiter les sujets qui sont les plus plébiscités. OK. Et moi, je propose de discuter de la manière dont on travaille dans mon équipe. On ne fait rien de foufou pour des agilistes. On travaille en Kanban, on fait du flux tiré, on fait du no estimate, et on a une équipe auto-organisée qui peut évoluer dans son cadre. La question qui revient à chaque fois, quand je parle de ça, c'est comment vous savez que les sujets ils vont sortir à l'heure? Et ma réponse, elle est simple et elle tient en 2 points. Les sujets prennent le temps qu'ils doivent prendre pour être bien faits. Et le 2e point, j'ai confiance dans le fait que l'équipe n'est pas en train de m'arnaquer. Ça, c'est la base. Sauf que, ce qu'il faut bien comprendre, si vous demandez à l'équipe d'aller plus vite, qu'est-ce qui va se passer? L'équipe, elle va faire des raccourcis. Les mêmes raccourcis qui vont vous faire perdre un temps considérable après. Ça marche au niveau équipe. Et au niveau individuel, si je dis « Brenda, tu m'as dit qu'il fallait 4 jours pour faire ce truc-là. Bah non, moi j'ai 2 jours. Tu vas me le faire en 2 jours, c'est 2 jours. » Brenda, elle peut légitimement se retrancher derrière le fait que c'est moi, David, qui lui ai demandé d'aller plus vite. Donc, oui, c'est pas bien fait, oui, il y a de la non-qualité, oui, il y a des bugs, mais si tu m'avais laissé le temps nécessaire pour bien faire les choses, on n'en serait pas là, en fait. Donc, c'est moi qui lui ai octroyé le droit de pas bien travailler, pour pas dire de grossièreté. Un symptôme de cette recherche à toujours plus de vitesse, toujours plus de productivité, c'est le multitasking. C'est devenu quasiment une nouvelle norme de travail, en fait, pour tous. Moi, le premier. On sait que nos cerveaux, ils ne sont pas faits pour travailler comme ça. Il y a des tonnes d'études sur le sujet qui disent que ce n'est pas la manière la plus efficace de travailler. Et pourtant, on continue. Moi, je voudrais pointer 2 choses qui m'embêtent avec le multitasking. Le premier, ou la première, puisqu'on dit une chose, c'est ça va nous empêcher, ça va contrecarrer notre faculté à apprendre. Et c'est hyper visible sur les enfants. Les enfants, il y a des études qui sont faites, et ils montrent qu'avec nos sociétés modernes, eux aussi, ils passent leur temps à switcher, avec les écrans, avec plein de choses, avec leurs activités, etc. Ils sont de moins en moins bons à apprendre. Sauf que on apprend tout au long de notre vie, on n'apprend pas qu'à l'école. Et nous, adultes, à force de switcher, on devient de moins en moins bons à apprendre. Et le 2e point, sur ce multitasking, c'est que ça va diminuer notre sens de l'effort dans la durée et notre capacité à finir des choses. Et c'est paradoxal quand on y pense. On va démarrer plusieurs choses à la fois pour essayer d'être plus productif, pour en faire plus, et au final, on ne termine rien. À quel point on est vraiment plus productif sur ce coup-là? Un jour, j'étais en voiture avec un collègue entre Tours et Bourges, littéralement au milieu de nulle part. Le genre d'endroit où avant l'apparition des radios sur Internet, le seul truc que tu captais, c'était France Bleu. Et tu étais bien déçu. Et il me dit ce truc, j'ai tellement de réunions, je suis obligé de travailler les sujets de la réunion d'après dans celle en cours. Alors bien sûr, vous ne faites pas ça.
Ça, c'est que les gens au marketing. Mais comment on en arrive là? On est d'accord que tu es efficace ni sur ta réunion, ni sur le travail que tu es en train de faire pendant. Puis on arrive à ces fameux trucs de « Et David, t'en penses quoi ?» Je sais pas, j'écoutais pas du tout. Alors soit vous faites une pirouette, vous êtes plutôt doué, ou soit vous êtes honnête. Je sais pas, c'est génial, tu arrives à ce genre de réunion où tous les 5 minutes, tu as quelqu'un qui dit « Je sais pas, j'écoutais pas ». Est-ce que tu peux me résumer les 5 dernières minutes du meeting? Et là, je voudrais reposer les choses. Une invitation à une réunion, c'est une invitation. Vous pouvez les refuser. Moi, je dis ça, c'est pour votre survie, en fait. Bien sûr, c'est quelque chose qui peut vous être compliqué. On peut se sentir un peu obligé. Mais c'est tout à fait faisable. Pour vous aider, je vous ai même mis un template de mail. Bonjour, je ne participerai pas à la réunion X. Je dois avancer sur le sujet Y avant vendredi et j'ai besoin de temps sans interruption pour le mener à bien. Je ne pense pas être indispensable à cette réunion. Si tu penses que je le suis, est-ce que tu peux la replanifier la semaine prochaine? Sinon, fais-moi parvenir le compte-rendu et je te donnerai mon feedback en asynchrone. Merci de ta compréhension. Belle journée, David. Alors juste, ne signez pas David. Ce serait bizarre. Mais ça marche très bien. Et pourquoi ça marche très bien? Les gens ne vont pas se vexer. Vous expliquez pourquoi et vous donnez des alternatives. C'est OK. Moi, si je reçois ça, je suis hyper OK avec ça. Quand je suis arrivé chez Biomérieux, c'est rigolo, il y a des gens en plus de Biomérieux dans la salle, j'ai été invité, au bout de quelques semaines, moi je ne me souviens plus, à une réunion avec d'autres PO, des business analysts et des testeurs, pour présenter un peu la manière dont je travaille. Donc j'explique, encore une fois, rien de fou. On fait du BDD, donc du Behavior Driven Development, ou design, je ne sais jamais, je m'en moque. Donc je rédige des tests d'acceptation en jerking. J'aime bien travailler graphiquement, mon cerveau marche bien comme ça, donc je fais des maquettes sur Figma, etc. Et je fais tout ça pour une équipe d'une quinzaine de développeurs. Et les gens m'ont dit « David, où est-ce que tu trouves le temps pour faire tout ça ?» Et comme j'étais en interne, je me suis permis de ne pas répondre à la question et de plutôt en poser une autre. Est-ce que tu peux me montrer ton agenda à Outlook? Il y avait des réunions partout. Je dis, ça c'est le mien. Il y avait 3 réunions qui se battaient en duel dans la semaine. J'ai beaucoup plus de temps pour travailler sur ces sujets que toi. Donc c'est logique que j'y arrive et que tu penses que c'est difficile. On peut comparer la vitesse en entreprise à celle d'un pouls. Si le rythme est trop fort, les fonctions essentielles s'emballent. Il faut un battement régulier, adapté, équilibré. J'aime bien cette métaphore, parce que oui, on peut accélérer. Oui, on peut accélérer temporairement. En sport, je peux sprinter. Mais après, je vais avoir besoin d'une phase où je vais réduire mon rythme, me ralentir, puis revenir à mon rythme nominal. Et en faisant ça, je suis capable d'aller plus vite sur une période donnée. Et quand je dis ça, c'est une compétence importante à acquérir dans la vie en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'équipe agile auto-organisée. Sauf que quand on voit des équipes agiles dont la vélocité est définie contractuellement avant le début du projet, hormis le fait qu'il n'y a rien qui va dans cette phrase, j'ai failli vomir, ils ne peuvent pas adapter leur rythme. On leur demande de toujours être à fond. C'est ça le bail, c'est ça le cadre. Et vous savez ce que font les gens à qui on impose ce genre de cadre. Ils trouvent la faille du cadre. Sur la vélocité, c'est hyper simple, hein, et tout le monde la connaît. Suffit de tout surchiffrer. Tout le monde fait ça, hein, dans ce genre de cadre. Pour le management, vous êtes rapide. Dans les faits, vous êtes lent. C'est une approche perdant-perdant, basée sur le manque de confiance. Il faudra virer la slide pour YouTube.
Le rôle du management, le rôle d'un manager, d'un leader, c'est de poser un cadre. Un cadre clair, limpide, dans lequel l'équipe peut évoluer. Et d'ailleurs, si l'équipe sort de ce cadre, on peut la recadrer. C'est pas un gros mot, ça. Moi, je suis hyper OK avec ça. Les gens qui ont eu la malchance de me manager le savent. Mais au contraire. Par contre, à l'intérieur du cadre, là, il faut donner de l'autonomie. Là, il faut donner un maximum de confiance pour que les gens puissent essayer, se tromper, apprendre. Quand on est manager, ou leader, ou quel que soit le terme que vous donnez derrière ça, des fois, on s'aperçoit pertinemment que l'équipe s'engage dans une voie qui n'est pas optimale. Alors déjà, petite digression, c'est peut-être l'équipe qui a raison, mais quand bien même vous avez raison, il y a une tentation forte ici de reprendre l'équipe et de la remettre dans ce que vous pensez être le bon chemin pour gagner du temps. Mais si vous faites ça, vous l'empêchez de se tromper, vous l'empêchez d'expérimenter, vous l'empêchez d'apprendre de ses erreurs. Alors oui, sur le moment, ça va peut-être être plus rapide, ça va peut-être être plus performant sur le court terme. Mais si vous voulez construire un truc sur le long terme et construire une équipe performante, qui travaille bien, auto-organisée, peut-être que là, ça vaut le coup de ralentir, d'aller prendre ce petit muret. Alors évidemment, si c'est un énorme mur, peut-être faut essayer de faire quelque chose. Mais si c'est un tout petit muret et qu'il est mignon ce muret, peut-être ils peuvent le manger. Et peut-être que c'est la meilleure chose à faire. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur ce sujet management, cadre, etc. C'est un truc que je trouve passionnant, mais sinon on va y passer une demi-heure et puis je ne pourrais pas finir la conf. Je vous ai mis là 2-3 vidéos que j'aime beaucoup. Les deux à gauche et à droite, c'est du Simon Sinek. C'est presque énervant tellement ce type est inspirant, mais je vous les conseille quand même. Et la dernière sur la notion de confiance dans les équipes et de confiance tout court. Il y a un très bon TED de Frances Fry. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça si vous voulez. Tac, je fais une petite pause pour boire un coup. Merci à tous ces gens-là pour leur argent. Soutien, c'est ce que je voulais dire. Non, dans les faits, l'argent, c'est bien aussi, parce que sinon, on n'aurait pas le même prix des billets. Donc, merci beaucoup. Le contexte économique n'est pas ouf. Donc, merci aux gens qui soutiennent. Maintenant, partons du principe que le cadre dans lequel vous évoluez, il est bon. J'entends par là, la confiance est OK, la sécurité psychologique est OK, la reconnaissance est OK. Il y a quelques années, j'ai donné une conférence sur la motivation et c'est des choses qu'on retrouve sur des équipes qui sont performantes, motivées. C'est des drivers importants pour ça. Donc, vous évoluez dans ce cadre. Cherchez à optimiser son temps, cherchez à gagner du temps, c'est OK. On peut, par exemple, vouloir se dégager du temps pour démarrer une nouvelle activité, passer plus de temps de qualité en famille, performer dans son job et potentiellement passer sur d'autres responsabilités. J'ai aucun problème avec ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va souvent aller chercher des systèmes, des hacks, pour devenir plus productif. J'ai lu plein de bouquins sur le sujet. C'est un peu un hobby. Si vous en avez des bons, n'hésitez pas à me les donner, ça va alimenter mon hobby. Et ne jugez pas, chacun fait ce qu'il veut de son temps libre. C'est plutôt des bouquins intéressants. Mais il y a un truc, à propos de tout ça, à propos de tous ces hacks de productivité, pour aller plus vite, pour faire plus de choses, que moi j'ai compris super tardivement. Je suis un peu long à la détente sur des sujets, donc si jamais il y en a une personne ou deux dans cette salle qui sont comme moi, je vais vous la donner pour vous faire gagner du temps. Plus on peuple notre quotidien avec des systèmes destinés à nous faire gagner du temps, et plus nous nous sentons pressés.
ou même, moi j'aurais pu mettre stressé. J'ai mis vachement de temps à percuter ça. Une qui a mis beaucoup moins de temps que moi, c'est ma femme. C'est logique d'ailleurs, parce qu'elle est vachement plus futée que moi. Ma femme, elle a souvent 10 000 sujets qui lui trottent en tête. C'est pour ça que c'est elle qui gère à peu près tout à la maison, parce que moi, j'en suis foutrement incapable, comme à peu près tous les hommes. Sauf que, des fois, elle me dit « Ah là, ça déborde, j'ai toute une liste de choses qu'il faut que je fasse, et ça me saoule que ça tourne dans ma tête. » Moi, avec tous mes bouquins et tout mon background d'agiliste, je dégaine des outils. Je lui dis, tu veux pas faire une belle liste avec des cases à cocher? Et quand c'est fini, tu coches. C'est tellement satisfaisant. Ou tu prends des post-it. Ah, on a des actions chez 3M. Et là, ma femme m'a dit un truc hyper puissant. Je dis, mais attends, je pense que tu te rends pas compte en fait, David. Si j'écris l'intégralité des trucs que je veux faire dans ma journée, et que je l'ai sous les yeux toute la journée, c'est hyper stressant. De toute façon, je sais que je suis incapable de tout faire, alors que je veux que ce soit fait. Et ouais, l'outillage peut nous amener à plus de pression, plus de stress. Il y a même des exemples un peu différents, mais vous savez, les notifications. J'ai un problème avec ces trucs-là. Sur le papier, vous travaillez sur le couple, je sais pas moi, Jira, Slack. On se dit, tiens, c'est sympa, il y a une notification qui existe. Quand il y a quelque chose qui bouge dans Jira, je peux être notifié sur Slack. Comme ça, je n'ai pas besoin d'aller ouvrir Jira pour savoir qu'il y a un truc qui bouge. Ça paraît une bonne idée. Tu as une notification toutes les 4 secondes. Les plus endurants, ils mutent les notifications au bout d'une semaine. Parce que c'est hyper stressant, en fait, le truc toutes les 4 secondes, ça bouge, ouais, laisse-moi tranquille. Donc, ouais, ça part d'une idée. On va mettre un système, on va mettre un hack pour optimiser, pour ne pas aller ouvrir un outil, pour avoir centralisé ça ailleurs. Dans les faits, plus de stress. Est-ce que certains d'entre vous pratiquent la course à pied? Alors moi, non. En vrai, j'aime pas ça. Et en plus, j'ai des articulations en carton. C'est peut-être l'excuse que je me donne, mais j'aime pas ça. En revanche, quand j'ai préparé ce talk, mon chef, qui lui court, et plutôt très bien d'ailleurs, m'a proposé de lire ce bouquin. Je ne sais pas si certains l'ont lu. Et désolé pour ceux qui courent ou qui maîtrisent ça sur le bout des doigts, je vais aller très très vite et je vais faire des raccourcis. Ce que nous dit l'auteur dans le bouquin, c'est que si vous commencez à marcher, qui est une activité physique de faible intensité, vous allez brûler des lipides, comme source d'énergie. Si vous accélérez, vous continuez à brûler des lipides. Si vous commencez à courir et que vous êtes un tantinet sportif, pareil, vous êtes toujours en train de brûler des lipides. Par contre, au bout d'un moment, si vous continuez à accélérer, votre corps il va switcher sur une autre source d'énergie, les glucides. Plus facile à dégrader et plus performant pour ça. Cette transition, on appelle ça le seuil d'échange gazeux. Pourquoi? Parce que vous commencez à produire plus de CO2 que l'absorption d'oxygène. Si vous continuez à accélérer, là, il y a l'acide lactique qui va rentrer en jeu. C'est un truc que vous pouvez consommer dans un premier temps pour faire de l'énergie. Et au bout d'un moment, vous n'êtes plus en capacité, ça commence à se stocker et grosso modo, vous êtes cuit. Qu'est-ce que nous dit l'auteur ici quand il parle de courir lentement afin de courir plus longtemps? En fait, il explique que le meilleur endroit pour s'entraîner, c'est juste sous le seuil d'échange gazeux. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en train de brûler vos réserves et vous êtes quand même sur la zone optimale là, pour optimiser l'évolution physiologique de votre corps et donc vos performances futures. La question qui se pose, c'est ok, les gens qui courent et qui sont un peu intéressés en
biomécanique, etc., savent ça. Et puis c'est pas très complexe. Même moi, je ne cours pas, mais le bouquin, je l'ai lu en 1 heure et j'ai compris. Pourquoi on n'applique pas ce genre de conseils dans nos vies pro et nos vies perso? Pourquoi on est toujours en train d'aller taper au fin fond de nos réserves et ensuite pleurer parce qu'on est complètement crevé? Pourquoi on n'essaye pas de fonctionner, d'évoluer dans notre zone de performance optimale? C'est une vraie question que moi je me suis posée en fait. Et j'essaye d'adapter des petits trucs maintenant chez moi en me disant non mais là en fait je suis clairement en train de taper dans mes réserves. Je ne suis pas performant à ce niveau-là. Et là, il faut que je ralentisse. Que les choses soient claires. Je ne suis pas en train de prôner la lenteur pour la lenteur. J'aime autant que vous finir tout plein de choses, être productif, être performant. Ce que je dis, c'est que pour atteindre ces objectifs, on prend souvent des raccourcis qui ne fonctionnent pas. On va souvent, effectivement, aller accélérer comme des dingos, en pensant que c'est la bonne voie, sauf qu'en fait, on est plutôt en train de ralentir. Ralentir, pour moi, c'est au sens du slow, c'est avoir comme un investissement pour aller plus vite demain. Ralentir, c'est une option totalement pertinente, dans notre recherche de la performance. Et un truc auquel je me suis heurté quand j'ai commencé à écrire cette conf et à lire des bouquins, c'est ça. Mais c'est quoi la performance? C'est quoi être performant? Comment on peut redéfinir cette notion en appréhendant et en incluant les concepts du slow? Un autre bouquin que je cite après aussi dit « La société félicite la promptitude et blâme la lenteur. Elle préfère la rapidité à la saveur de l'instant. » Et quand on y pense, les termes de lenteur, de décélération, ils sonnent négativement. Mais si on réfléchit aux concepts sous-jacents, aux objectifs derrière ça, calme, sérénité, là, on est sur des termes vachement plus positifs. Et moi, ils m'intéressent ces termes-là. Ça, c'est une performance que j'ai envie d'atteindre. Est-ce que la sérénité, c'est pas un truc qui pourrait m'amener à ce que moi j'aime appeler de la performance durable? Et si on commençait à mesurer la performance sur des temps beaucoup plus longs que le trimestre ou l'année, est-ce que la capacité à délivrer un effort dans le temps ne devrait pas être un peu plus valorisée versus la capacité à juste courir le plus vite possible? C'est des questions que je me suis posées. J'ai travaillé avec un DSI à l'époque où j'étais consultant. J'étais dans une boîte agroalimentaire. La personne arrive, et c'est un DSI qui changeait de boîte tous les 9 mois. La personne arrive, je vous parle de ça, c'était il y a quelques temps, et il dit il faut faire un move to cloud. Alors aujourd'hui, ce serait has-been. Aujourd'hui, il faudrait mettre de l'IA. Mais à l'époque, c'était le truc à faire. Sauf que cette boîte, elle venait d'investir dans un data center tout neuf pour héberger ses applications on-premise. Mais lui, il n'en avait rien à faire. Ce qui l'intéressait, c'était cette petite ligne à mettre dans son CV pour l'expérience d'après. Moi, ce qui me pose question, c'est si on évaluait les performances de cette personne, de ce DSI, sur une échelle de temps beaucoup plus longue, est-ce qu'il aurait eu la même stratégie? Je ne suis pas sûr. Je suis clairement pas sûr. On connaît à peu près tous ça, la matrice d'Eisenhower, pareil, qu'on retrouve dans plein de bouquins sur comment optimiser son temps, être plus productif, etc. Donc, qui va classer les tâches qu'on devrait plutôt planifier, plutôt celles à faire, à supprimer ou à déléguer. C'est quelque chose d'assez répandu. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la matrice, c'est le sous-titre.
Les choses urgentes sont rarement importantes, les choses importantes sont rarement urgentes. Et dans un monde où on redéfinirait la notion de performance en associant le côté durable, j'aimerais qu'on valorise la capacité des gens à travailler sur des choses importantes, non urgentes. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, sur le calme et la sérénité, etc. Et je suis personnellement très impressionné par les personnes qui sont capables de ne pas travailler dans l'urgence. Je suis sûr que vous en connaissez. C'est des gens, elles ont 10 000 dossiers en cours, des problèmes par paquet de 12, et tu as l'impression qu'elles sont 10 fois plus calmes et 10 fois plus sereines que toi. Ça m'énerve. C'est faux, en vrai, ça m'inspire. Moi, à chaque fois, je me dis, je veux être comme elle plus tard. Ça a l'air d'être un super objectif. Jusqu'ici, j'ai voulu aborder les notions de fast versus slow, notre rapport au temps, notre course à l'efficacité. J'ai voulu aussi également essayer de redéfinir la notion de performance en associant les notions de slow et de durable. Mais dans le sujet de cette conférence, il y a une promesse. Ralentir pour aller plus loin, et voire même plus vite. Et quand je donne des conférences, j'essaye de partager des choses actionnables. Du coup, dans la dernière partie, je vais essayer de vous proposer des actions que moi je mets en place depuis quelques temps, depuis quelques années, pour essayer de ralentir mon propre rythme. Il n'y a absolument aucune vérité là-dedans. Il y a peut-être des trucs qui vont vous parler, d'autres absolument pas. C'est OK pour moi. Moi, je veux juste les partager et je dis juste là-dedans, vous prenez ce que vous voulez. Et avant d'aborder ce que j'essaye de faire à titre individuel, je voulais prendre 2 exemples sur lesquels on peut travailler d'un point de vue équipe. Parce qu'on a un Agile Tour et c'est cool de travailler dans le collaboratif. Une deadline, c'est un désir. OK ? Même si le truc s'appelle deadline, si tu le rates, personne ne meurt. Il y a des contre-exemples. Alors attention, les gens ne meurent pas. Si tu bosses sur la cérémonie d'ouverture des JO et que tu rates la date, c'est embêtant. Alors tu pourrais te dire, c'est cool, on a 4 ans pour finir le projet, mais c'est même pas vrai parce que le prochain, c'est pas dans ta ville. Donc là, ouais, là, on peut se mettre d'accord sur le fait qu'il y a une vraie date. Mais dans la majeure partie des cas, il n'y a pas de date. Il y a un désir de finir quelque chose sur une période temporelle. Et moi, mon conseil, c'est quand les deadlines, elles sont inatteignables, il faut aller les challenger en tant qu'équipe. Pourquoi le 5 décembre ? Pourquoi ? Explique-moi. Explique-moi. Il y a peut-être une très bonne raison. Et des fois, il y a des bonnes raisons. Vous voulez présenter une démo de votre produit sur un salon avec 50 000 personnes. C'est compliqué d'appeler les 50 000 personnes pour décaler. Je l'ai déjà envisagé, mais j'ai préféré faire autre chose. À savoir, dans ces cas-là, on va travailler sur le scope, sur le périmètre. Si vous ne pouvez travailler ni sur la date, ni sur le périmètre, ça ne s'appelle pas de l'agilité. Mais ça va tout de suite être plus compliqué. Et le truc, c'est que la bonne question à poser souvent, c'est qu'est-ce qui se passe si on livre la semaine d'après ? C'est quoi les vrais enjeux ? Et la plupart du temps, la réponse, c'est rien. Ce sera juste livré la semaine d'après. Donc c'est un trade-off, c'est un curseur. Est-ce que la date, elle est méga importante et on réduit un peu le périmètre ? Est-ce que la date, elle n'est pas si importante que ça ? Par contre, le périmètre lui-même, il est hyper important et on travaille sur la date. Limite, si vous deviez retenir qu'un seul truc de cette conférence,
Prenez celui-là. C'est incroyable ce que ça peut détruire comme équipe, ça. Des gens motivés, hein, des gens qui ont envie et qui se retrouvent dégoûtés à cause de ça. Mais je vais quand même vous en donner un deuxième sur la partie équipe. J'ai de la chance, je travaille avec une super équipe. Des gens qui ont un bon niveau de maturité agile, un bon niveau tech, ce qui nous permet de livrer continuellement de la valeur en production. Ce qui est cool. Mais il y a un truc sur lequel on est nul. Mais nul, c'est la gestion du WIP. On fait du Kanban, je vous l'ai dit. Pour ceux qui ne l'ont pas, WIP, Work in Process ou Work in Progress. Prenez celui que vous voulez, c'est pareil. En ligne, c'est les stocks. Donc c'est des coûts. Ce qu'on a en cours, qui nous coûte de l'argent et qu'on n'a pas encore livré, donc qui ne rapporte rien. Bah là-dessus, on est complètement nul. Et on ne peut pas être bon partout. Hein. On a essayé plein de trucs, qui ont tous échoué. Donc je ne vais pas vous les donner là. Mais on a une nouvelle piste, qui est prometteuse. Le mob programming. J'aime bien l'autre nom de cette pratique. Le software teaming. Je trouve ça plus cool. C'est pas de moi, c'est de Woody, le papa du mob programming, qui a un peu créé ce truc-là. J'ai eu la chance de voir à Devox. Si un jour vous pouvez le voir, c'est un petit papy qui vit aux States, mais qui est vraiment incroyable. Sur le papier, il y a plein de gens qui ont l'impression d'être lents avec ce machin. On est 6, il y a un seul PC, un seul clavier. Qu'est-ce qu'ils font les autres? Sauf que dans les faits, il y a un partage incroyable des connaissances. Il y a de la relecture de code qui est instantanée. Donc tout ce temps où quelqu'un peut relire ma pull request, bah non, pas moi, je suis sur un autre truc, 3 jours après. Mais pourquoi c'est pas mergé ce machin? Ça, il n'y a pas ça. Et pour le WIP, c'est génial. Si vous aviez 6 devs qui travaillaient sur 6 US séparés, là, il y en a une. Par contre, il y a 2 choses sur lesquelles je voulais vous avertir. La première, c'est faites-vous accompagner si vous ne maîtrisez pas. Il y a un cadre, il y a des normes pour que ça marche bien. Et, même si ça marche bien, il faut réencenser la pratique. C'est-à-dire que nous, ça marche bien, mais si on ne s'impose pas de dire, tiens, c'est quoi le prochain sujet qu'on pourrait traiter en mob, on va juste recommencer comme avant et faire exploser le WIP. Donc il faut tout le temps être attentif à revenir et à reproposer, etc. etc. Ok, ça c'était deux sujets d'un point de vue équipe, et maintenant, je vais venir d'un point de vue personnel et individuel. Mais je suis persuadé que ça fait de moi un meilleur coéquipier agile, donc du coup que ça a son sens ici. Le premier, depuis que je suis tout petit, à chaque fois que je me pose sur mon lit, sur le canapé, sur la pelouse, au bout de 3 secondes, j'ai mon cerveau qui hurle. Réfléchis, trouve une idée, et si possible brillante. Il y a d'autres gens comme moi? Merci. Mes confs, c'est un peu mes thérapies, donc vous me faites beaucoup de bien. Et depuis quelque temps, j'essaye d'offrir ça à mon cerveau. Des temps de pause. Je suppose qu'il y a des gens qui ont des enfants dans la salle. Il y a une phrase qui devrait vous parler. Papa, je m'ennuie. Je ne sais pas quoi faire. Une tentation, quand vos rejetons sortent ce genre de phrase, va être de faire une liste. Tu veux faire un jeu de société? T'es allé voir si le voisin il est dispo pour jouer. Ça, c'est la technique esquive totale. On va pas se mentir, mais elle marche très très bien. Tu veux qu'on aille jouer au basket? Et souvent, à une de ces propositions, votre enfant dit ouais, bonne idée. Et puis vous partez, vous faites l'activité et tout se passe bien. Et j'essaye d'adopter une fois de temps en temps une autre technique. Tu t'ennuies? C'est cool. Laisse du temps à ton cerveau pour trouver une activité que moi, j'aurais jamais trouvée. Ça marche un peu trop bien. Ils ont des idées du futur. Je suis pas prêt. Mais par contre, pendant 2 heures, ils s'éclatent
comme des dingues sur un truc que moi, j'aurais jamais trouvé. Et vous savez quoi? Ça marche aussi super bien pour nos cerveaux d'adultes. À une petite différence près. On a une difficulté en plus, nous. Ça, là-dedans, là, il y a ce que Jack Knapp, dans son bouquin, appelle les boucles de divertissement infini. Choisissez votre poison. Snapchat, Insta, YouTube, TikTok, LinkedIn, ce que vous voulez. Ça, votre cerveau, il n'est pas en pause. Hein. Il est juste alimenté comme un zombie. À la maison, on en rigole beaucoup, ça. Depuis qu'ils sont petits, quand mes enfants sont devant la télé, je les appelle les zombies. Et quand ils nous gaulent sur le téléphone, bah, ils nous rendent l'appareil. Et ils ont bien raison. Alors, moi, j'essaie de pratiquer 2-3 trucs qui marchent pour moi. Je ne sais pas si ça marchera pour vous, je vous donne juste ce qui marche pour moi, mais quand je sens que mon intensité, elle est trop élevée, que je ne suis plus dans ma zone de performance, parce que c'est en train de bouillir là-haut, là, je fais des trucs hyper simples. Je vais marcher, sans mon téléphone, ou alors dans ma poche, juste pour compter mes pas, parce que je suis un gros geek, mais je ne le sors pas. J'écoute de la musique, ça marche très très bien pour moi, je suis hyper réceptif à ça. Ou même des activités encore plus bas niveau. Je vais faire la vaisselle. Je vais désherber mon jardin pendant 5 minutes. Et après, quand je reviens sur une activité créative, parce que ce qu'on fait pour la majeure partie d'entre nous, c'est ça. Hein. On est des créatifs, même si on n'a pas des pinceaux. Et bien là, je suis vachement plus performant. On estime qu'un cadre est interrompu en moyenne toutes les 7 minutes. Perso, moi, je suis plutôt toutes les 7 secondes, mais les mails, les notifs, les appels, les conversations, les machins, c'est un délire. Sauf qu'en fait, pour exécuter une tâche, j'en parlais très rapidement tout à l'heure, mais notre cerveau, il va câbler les neurones pour exécuter la tâche. Si on switch, on recâble. Si vous reswitchez avant même d'avoir fini le premier câblage, en fait, vous n'êtes juste jamais efficace. Donc moi, je vous conseille de vous discipliner sur le context switching. Comment on fait ça? Voilà ce que j'ai fait moi. Prenez ce que vous voulez. Mon téléphone, il est en silencieux H24 depuis des années. C'est une des meilleures décisions que j'ai jamais prises. C'est trop bien. Et j'ai viré aussi une bonne partie des notifs. D'ailleurs, quand celui de ma femme bip, ça m'insupporte. Hop là, pardon, pas grave. Revoir les outils asynchrones comme des outils asynchrones. Votre téléphone, il bip, vous n'êtes pas obligé de regarder en fait. Ouais, on a vachement envie, mais c'est pas obligé. Quelqu'un vous pose une question sur Slack, si vous répondez dans un quart d'heure, c'est OK. Parce qu'en fait, c'est un outil asynchrone. Alors peut-être les gens ils vont s'énerver au début, puis après ils vont prendre l'habitude, et puis ils vont arrêter de s'énerver. Si vraiment les gens ils ont besoin d'avoir un échange direct avec vous, synchrone du coup, ils peuvent vous appeler. Alors si jamais il y a des gens nés après les années 2000 dans cette salle, c'est la fonction du téléphone que vous n'avez jamais utilisée. Mais ça marche. Et puis si la personne ne répond pas, c'est qu'elle avait envie de focus. Quand je suis sur site, j'utilise beaucoup un signal que j'ai donné à mes coéquipiers, qui est mon casque. C'est un casque à réduction de bruit en plus, mais l'idée c'est que quand je mets mon casque, j'ai envie de focus. Et je l'ai dit aux gens. Si vraiment je suis indispensable, tu peux me déranger, mais par défaut, si tu rentres dans le bureau et tu vois que j'ai le casque, je souhaite que tu ne m'interrompes pas. Vous pouvez utiliser n'importe quoi. Il y a des gens qui mettent des petits drapeaux là, imprimés en 3D, encore des geeks. L'idée, c'est juste de matérialiser ça. À distance, en remote, c'est beaucoup plus facile. Vous coupez tout. Coupez tous les trucs qui font des notifications. Vous mettez votre téléphone en mode avion. Bon, des fois, je rate des appels de l'école, c'est un peu relou. Mais là, vous pouvez rentrer en deep focus. Et pour ceux qui se posent la question, oui, c'est vraiment moi sur la photo. Et je peux vous envoyer le fichier Word de ça, il n'y a pas de problème. J'ai vraiment besoin de focus aujourd'hui.
Exception en cas d'urgence, possibilité. Vous avez pris feu et je suis la seule personne à pouvoir vous aider. J'ai pris feu et je m'en suis pas rendu compte. La production EHS. Foire en question. Comment ça va? Réponse bien. Sur quoi tu travailles? Réponse un truc important. Comment ça avance? Voire réponse 1. Comment on prononce ZIF? Je m'en fous. Faut que je m'en fasse un t-shirt. Tu vois? Tu rentres dans le truc. Faut que je vous avoue un truc. Il y a quelques années, j'étais super nul pour écouter. J'étais le genre de personne qui, quand ça va pas assez vite, finit les phrases des gens. C'est insupportable. Quand je le fais encore, je me mords la langue très fort et je me dis que je ne veux plus être cette personne-là. Ralentir sa propre cadence, c'est se rendre plus disposé à l'écoute des autres. Lorsqu'on fait taire ses pensées pour se concentrer sur ce qui nous est dit, on fait de la place aux autres. Et il y a des choses simples à mettre en œuvre. Je suis désolé, je vais encore taper dessus. Rangez votre téléphone. Rangez votre téléphone quand vous parlez avec des gens. Vous ne pouvez pas donner votre attention pleine à quelqu'un avec votre téléphone. Alors si le truc il bip parce que c'est l'école, j'entends, il n'y a pas de problème. Si c'est rangé après. Et moi, je fais simple en fait. Si quelqu'un a envie d'être sur son téléphone, et je respecte ça, juste j'écourte la conversation. Parce que je pense que je ne vais pas y tirer suffisamment de valeur. Privilégier les conversations en tête-à-tête ou en petit groupe. Avoir des conversations hyper intéressantes à 20 personnes, c'est très compliqué. Interdisez-vous de penser à la prochaine tâche en cours ou votre liste de courses. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours une liste de courses en tête, c'est insupportable. Regardez votre interlocuteur. Faites-le vraiment. Le contact visuel, c'est un truc hyper puissant qu'on ne pratique pas assez. Il y a des fois, je suis en réunion, pour le coup, on est 10 personnes ou 15 personnes, et j'ai l'impression qu'au bout de 5 minutes, je suis en one-to-one avec la personne qui parle. Et les autres, ils sont sur leur laptop, ils regardent leurs chaussures, le mur, je sais rien, mais soyez là. Si vous avez choisi d'être là en réunion, vous l'avez accepté cette réunion, soyez là, soyez présent. Regardez la personne qui parle, soyez là pour lui. Et enfin, un truc un peu compliqué pour un mec qui vient de parler depuis 48 minutes, parlez moins. Ouais, je ne suis pas crédible du tout là. Oui, ça prend du temps. Oui, ça demande de ralentir. Mais la qualité des conversations, elle s'envole. J'ai pas le temps. Combien de fois on peut entendre ça par semaine? Sauf qu'en fait, c'est faux. On a tous le même temps. Aurélien l'a dit ce matin, le nombre de minutes par jour, et j'ai pas de mémoire, je l'ai pas retenu. 440 000, je sais pas. Je dis n'importe quoi. Il m'aurait dit 58 000, j'aurais dit pareil, qu'on soit clair. On l'a le temps. Lorsqu'à la fin de la journée, vous êtes déçu parce que vous n'avez pas fait un truc, il y a deux options. Il y a qu'est-ce que je fais avec ça en fait? Est-ce que je l'assume? J'ai fait d'autres choix? Ou est-ce que je reste frustré? Et personnellement, j'ai fait un switch il y a quelques années, hyper simple, hyper basique. J'ai remplacé « j'ai pas eu le temps » par « j'ai pas pris le temps ». Ça remet mes décisions au centre de la pièce. J'ai pas eu le temps, on a l'impression qu'il y a un facteur externe, un peu des excuses. C'est pas de ma faute, j'ai pas eu le temps. J'ai pas pris le temps, c'est moi. Ou alors j'ai fait d'autres choix. Ou c'est tout en bas de mes prios. Mais en tout cas, j'ai envie de redevenir acteur de ça. Ça m'aide vachement. Mais encore une fois, si ça vous parle, très bien. Sinon, passez votre chemin et j'ai aucun problème. Mon objectif, c'est juste de semer quelques graines. Tout au long de cette conférence, j'ai essayé de vous transmettre le même message. Aller vite pour aller vite, ça mène bien souvent à l'essoufflement ou encore pire, à brasser du vent. Ralentir, c'est rechercher des meilleures interactions. Ralentir, c'est rechercher une performance durable, pas seulement dans le fait d'atteindre la destination, mais aussi de prendre en compte le chemin.
et la capacité à poursuivre celui-ci après chaque étape. Ralentir, c'est aussi se poser une question. Est-ce que ce que je fais me rend heureux? Et de prendre le temps d'adapter si ce n'est pas le cas. Je ne vous invite pas et je ne vous incite pas à être lent. Je vous incite à prendre le temps d'être performant. Et je vous remercie infiniment pour votre temps. Les bouquins, et je crois, parce qu'on me l'a dit que Heidi est une rennaise en plus, donc tant qu'à faire, faisons de la pub pour les gens du coin. Le deuxième, c'est le boss de Patagonia, qui a écrit un super bouquin, c'est autobiographique. Il faut juste aimer un peu l'escalade, hein, sinon c'est un peu... parce qu'il aime beaucoup l'escalade, le monsieur. Et les deux autres, un petit peu plus sur la partie perso. Et en 3 secondes, ouais, je me rase pas pendant les vacances, c'est vrai. Je fais du produit chez Biomérieux. On essaye de sauver des vies avec de la tech et c'est plutôt cool. Côté de ça, j'ai construit un petit truc qui s'appelle Stand Up Flow. Si vous êtes sur le couple Jira et Slack, c'est gratuit. Ça vous permet de préparer vos daily stand-up. Cette conf et d'autres sont sur mon site. Si jamais vous voulez que je vienne les jouer chez vous, avec plaisir. Et puis, si vous êtes plus asynchrone, comme je disais tout à l'heure, pour le feedback, n'hésitez pas à vous connecter sur LinkedIn et m'envoyer ça avec grand plaisir. C'est des confs que j'essaye de rejouer et je prends toujours le temps d'intégrer le feedback des gens. Merci encore.